Et on va sans plus tarder continuer avec le prochain panel, le panel 8, donc sur l'impunité et justice privée, système judiciaire face au défi du phénomène Bois-Calais. Donc peut-être qu'il nous faudra durant 5 minutes pour la mise en place de ce prochain panel. Merci beaucoup, qui sera du coup modéré par M. Marc Roux. Merci Clifford. Bonjour encore à toutes et à tous. Je suis très heureux d'introduire les trois panélistes qui vont animer ce panel qui est sur l'impunité et aussi le phénomène Bois-Calais, justice privée et tout ce qui a rapport aussi à ce que nous pouvons appeler la question d'insécurité. Pour commencer, j'aimerais introduire Madame Dr Aimée Thérèse Faye Diouf, qui a rejoint le BINU en Haïti après avoir travaillé à la division des affaires politiques de la MONUSCO. Elle a aussi 16 ans d'expérience dans le désarmement, les projets de réduction de la violence communautaire, les affaires politiques et la lutte contre l'extrémisme violent. Elle est titulaire de doctorat en littérature de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal et aussi d'une maîtrise en anglais avec une spécialisation en communication pour le genre et le développement de l'Université de Lille en France. Elle a aussi travaillé dans diverses missions de maintien de la paix de l'ONU. Elle a travaillé en Haïti de 2004 à 2010. Et en fait, elle a survécu le tremblement de terre de 2010 de justesse. Docteur Aimée possède une expérience interinstitution avec le PNUD, avec aussi l'UNOPS et l'ONUDI, ainsi que l'UNIDIR. En tant que consultante, elle a dirigé des programmes très complexes, tels que le lancement du mécanisme opérationnel de coordination, le MOC, à Gao, au nord du Mali, ainsi que le programme de désengagement de l'OIM au Tchad pour les anciens affiliés de Boko Haram. En fait, elle est retournée en Haïti 12 ans après le tremblement de terre en tant que chef de la section de désarmement, du démantèlement et de la réintégration, y compris la réduction de la violence communautaire au Bureau intégré des Nations Unies, le BINU. Nous avons comme deuxième intervenant Dr Charles Prosper, il est le président de l'Institut 1804, il est professeur en politique publique à la prestigieuse université américaine de Tuskegee. Il est aussi professeur en recherche à l'université Quisqueya. Il est coordonnateur du groupe de travail sur la sécurité en Haïti, le GTS, et est consultant à plusieurs organisations internationales telles que Fortune 100. Et enfin, nous avons Maître Jacques Letan, qui est magistrat de formation, bâtonnier de l'Ordre des avocats des Coteaux, ancien membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. Il est actuel président de la Fédération des barreaux d'Haïti, FBH. Il est également membre fondateur du Bureau des droits humains en Haïti, BDH. Bureau Droit Monde. Il est superviseur de l'équipe juridique du Bureau des droits humains en Haïti. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Et nous allons commencer ce panel avec Dr Aimée Thérèse Faye Diouf. Vous avez la parole, chère Madame Diouf. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez très bien. J'ai bizarrement une petite voix tout le temps, mais j'espère que cette fois-ci, je me fais entendre. Merci pour la présentation, Monsieur Kou. Et je tiens également à remercier les organisateurs de cet événement qui, pour moi, tombe à point nommé. J'ai écouté très attentivement depuis hier les intervenants précédents et lorsque je réfléchis, je me pose beaucoup de questions et des fois les mêmes questions. Impunité et justice privée, le système judiciaire face au défi du phénomène de Bois-Calais. Mon intervention va s'axer aujourd'hui sur les facteurs qui exacerbent la violence ou les facteurs qui amènent les populations vers le phénomène Bois-Calais. Mais avant cela, permettez-moi de faire quelques constats et des constats pour moi, je pense, qui ont été déjà débattus
Et je ferai en même temps les leçons apprises des erreurs du passé, puisqu'il faut le reconnaître, il y en a eu, et à la fin, quelques recommandations et perspectives. En Haïti, nous avons un programme national de lutte contre le DDR, le désarmement, démantèlement des gangs et la réduction de la violence, qui a été adopté par le gouvernement haïtien depuis 2021 et qui malheureusement encore peine à se mettre en place, et aussi qui doit normalement répondre à un cadre de développement d'une manière beaucoup plus globale. Mais avant de mettre ma casquette d'experte, permettez-moi de rappeler avec vous les constats et de faire une petite rétrospection afin de ne pas répéter les mêmes constats, mais de le regarder d'un angle différent, mais surtout de l'angle d'une Africaine et l'angle d'une personne qui aime Haïti. Quand je regarde d'une façon globale, on se focalise très souvent sur la police et sur l'armée, sur les mesures militaires, et on oublie de mettre l'accent sur les mesures non militaires. Et cela fait partie des premiers constats qui exacerbent le phénomène. Je pourrais parler de la justice haïtienne qui est à la carte, la sécurité publique à la carte, l'accès aux services sociaux de base à la carte, l'éducation à la carte, les opportunités d'emploi à la carte, la protection sociale à la carte et pour conséquence, forcément, tout un pays à la carte. Mais comment sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui a paralysé l'appel des Antilles? J'ai entendu André Sol dire la même chose tout à l'heure. J'ai envie de faire cette rétrospection de nos actions et comportements, mais également des réponses inadaptées que nous avons essayé d'apporter. À mon avis, les réponses doivent être plus cohérentes, sinon nous risquons de perpétuer les mêmes réponses et les mêmes erreurs. Je ne sais pas, j'avais une présentation, je ne sais pas si elle est disponible. Sinon, moi, je peux partager mon écran si cela n'est pas disponible. Hop. Est-ce qu'elle est disponible? Je peux partager mon écran. Je peux partager, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Je peux partager ou vous allez le faire? Vous pouvez le faire. D'accord, merci. Voilà. Est-ce que vous voyez ma présentation? Non. Ah oui, là, ça va mieux. OK. Je vais juste revenir à la première. Là, c'est bon? C'est bon. Alors, j'aimerais tout d'abord, en fait, présenter un petit peu un cadre assez global et essayer de simplifier ce qui est certainement l'un des contextes les plus complexes auxquels sont actuellement confrontés les plus grands praticiens du DDR, en raison de la nature complexe de la question, mais de l'imbrication des intérêts régionaux, nationaux et locaux, sans oublier le côté économique et politique en Haïti, et qui est démontré depuis hier par les différents intervenants. Les mots-clés de ce diagnostic, pour moi, sont des facteurs qui exacerbent l'injustice, l'impunité, la corruption, le détournement de fonds, l'esclavagisme moderne, la perte d'identité de repères sociaux, une mauvaise gouvernance, la politique, la dislocation du tissu social, familial, la perte de l'amour du prochain, l'existentialisme, l'humanisme. Et j'ai l'impression, peut-être je me trompe, que nous sommes sortis de l'ordinaire. Mais quand je réfléchis à ce que nous disait Jean-Paul Sartre, l'existence précède l'essence. Et se référant à deux courants philosophiques et dogmatiques, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il fait de lui-même. Je peux alors prétendre dire, je cite, Haïti n'est rien d'autre que ce qui se fait à lui-même. Cependant, je sais que deux camps ne seront pas d'accord avec moi, préférant dire peut-être Haïti n'est rien d'autre que ce que les autres font d'Haïti. Depuis avril dernier, nous assistons à l'expansion des gangs et la poussée des déplacés internes à Port-au-Prince et qui s'est vu abandonné et laissé à son sort. Je vous épargne des considérations épilogues d'une justice en faillite, axée sur le pouvoir financier et son influence, mais également une justice bicéphale, des prisons débordantes en détention préventive prolongée, et pour d'autres cas, les prisons sont devenues un cadre d'apprentissage de la criminalité.
Hier, j'écoutais quelqu'un nous dire qu'il faut mettre en place des prisons de haute sécurité. Mais si les prisons sont mises en place en haute sécurité, sans qu'il y ait des mesures d'accompagnement, de nettoyage du cerveau, de lavage, de situation psychosociale, on arrivera toujours au même phénomène. Parce que pour moi, me référant à ce que disait Sartre, l'existence précède l'essence. Alors, l'une des réponses à ce problème fut le bois calé. Pour les populations, et des grèves à répétition qui paralysent l'éducation, la santé, la sécurité, la protection, la justice, etc., qui n'est pas un phénomène nouveau. Au contraire, elle devient un recours à une petite échelle de grandes échelles. Je vois de temps en temps dans la société comment on peut saisir des opportunités. Les gens se divisent sur des intérêts, critiquent les uns et les autres quand on n'y participe pas. De vieux amis ne se parlent plus pour des raisons personnelles. Le tissu familial s'effrite. Des frères et sœurs ne se serrent plus les coudes. Qui va se lire les coudes à Haïti? Et j'attends certains encore dire, je n'aime pas mon père, je ne parle plus à ma mère, je ne connais pas mon cœur. Il y a des mots importants comme solidarité qui ont été remplacés par marronnage, duperie, tromperie. Il est temps de changer de paradigme et de faire en sorte que les Haïtiens se parlent. La crise haïtienne, on le dit tout le temps, doit être gérée par les Haïtiens eux-mêmes. Mais ça doit être une responsabilité triennale. Elle est légale, elle est civile et elle est sociale. Il faut des garanties pour assurer la pérennité et la durabilité des acquis. Parce que des acquis, il y en a. Il y a des actions qui ont été faites en Haïti depuis des années et qui malheureusement ne portent pas des fruits. Pour moi, le mot-clé dans ce sens reste l'unité. Je vais vous montrer une diapositive qui va un peu démontrer la dynamique des gangs qui sont partis de communautés de défense de groupe à des groupes criminels organisés. C'est très important qu'on s'arrête un petit peu pour voir depuis 2006 à nos jours et de voir comment la courbe est grandissante. En 2005, à la MINUSTAH, il y avait des budgets substantiels énormes en milliers de dollars qui ont été dépensés en Haïti, pour lesquels aujourd'hui, avec le changement du mandat de la MINUSTAH à MINUJUST et de BUNU aujourd'hui, qui est un bureau intégré et qui n'est qu'une mission politique, il n'est plus une mission de maintien de la paix, on avait pensé partir des acquis de ce qui avait été obtenu en termes d'acquis pour arriver aujourd'hui à une mission de soutien politique. Peut-être qu'on se trompait, peut-être qu'il y a eu des erreurs d'appréciation, mais en tout cas, il reste à voir qu'il y a une diversité de programmes et de programmation de désarmement, de réduction de la violence qui ont été mises en place, pour lequel aujourd'hui, l'impact n'est pas très visible. Et quand vous regardez, excusez-moi, la courbe, elle est vraiment grandissante pour nous amener aujourd'hui, depuis 2001, à une expansion de la violence et qui a pris un pic avec l'événement du bois calé. Il est important également de voir qu'au niveau mondial, parce qu'il faut se situer dans une structure, dans un cadre logique, que depuis l'arrivée du BUNU, nous ne faisons plus les projets de réduction de la violence à grande échelle, que nous sommes seulement à 25% de projets, et ceux-là sont financés qu'avec des fonds qui viennent des Peace Building Fund. On s'attendait à ce qu'il y ait une récupération nationale et qu'on puisse partir d'un programme national et en fait arriver à avoir une réponse appropriée. Mais tout cela ne peut se faire que si on arrive à comprendre le contexte dans lequel nous évoluons. Je sais que beaucoup d'études ont été réalisées, quelqu'un l'a dit d'ailleurs tout à l'heure. Quand je regarde l'étude que j'ai entre les blancs et qui s'appelle Justice et sécurité en Haïti, qui ne date que de 2021, avec des propositions et suggestions intéressantes que l'Université de Quisquia pourrait exploiter, peut-être probablement déjà une première piste d'entrée. Cependant, il est important de souligner que les changements récents, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national ou au niveau communautaire, beaucoup de gens ont quitté leur maison à cause du phénomène. Beaucoup de gens ont dû quitter leur position, en tout cas leur lieu d'habitation à cause de l'insécurité, et tout cela doit être pris en compte. Nous notons également qu'au niveau du gouvernement haïtien, il y a eu à un moment
la mise en place de forums qui pouvaient permettre au peuple de s'exprimer sur les actions concrètes sur lesquelles on pense qu'on pouvait arriver à répondre à l'insécurité. Ces actions ont été canalisées en 4 grands axes. Il y a eu la sécurité et la justice, forcément, le relèvement socio-économique, la capacité des autorités nationales et locales en matière de prévention et de contrôle social de la violence, la sécurité et le dialogue communautaire. Le gouvernement, les systèmes des Nations Unies se sont mis d'accord sur une série d'engagements. Mais ces engagements doivent être cadrés, structurés et inclusifs. Et j'insiste bien sur l'inclusivité parce que s'il n'y a qu'une seule structure qui le fait, s'il y a une seule entité qui le fait, je pense qu'on risque de répondre d'une manière parcellaire à la problématique. J'ai bien écouté les prédécesseurs, Marc-André et tous les autres qui ont parlé de la dynamique des camps. Mais c'est important de regarder également qu'il y a des causes et conséquences de ce phénomène et surtout de considérer les causes sous-jacentes. De ne pas regarder seulement les causes d'une manière linéaire, mais de les regarder d'une manière approfondie. Je rappellerai certains points. Le phénomène est resté largement inchangé depuis des années. D'ailleurs, ça s'est aggravé. Et de même, on a vu pendant toute cette période, hier, aujourd'hui, les liens qu'il y a entre tout ce phénomène avec la politique et le monde des affaires. J'aimerais juste revenir sur des perspectives, pour moi, que je trouve qui sont les plus pertinentes et les recommandations sur lesquelles je pense qu'on peut se baser pour avancer avec des instruments stratégiques. Sur la base de la situation politique et sécuritaire actuelle, le DDR-CVR préconise des catalyseurs stratégiques pour suivre la mise en œuvre des activités qui peuvent réduire la violence communautaire. Le bois calé n'est pas nouveau, mais vouloir utiliser le bois calé comme une réponse, je sais que mes collègues qui vont faire les présentations avec moi vont s'appesantir sur ces questions, utiliser le bois calé comme une réponse communautaire peut avoir des conséquences. Et c'est là où j'en appelle également à Haïti, de s'ouvrir au monde francophone, de s'ouvrir aux pays comme le Rwanda, qui sont passés d'un génocide à l'un des meilleurs pays d'Afrique en termes de gouvernance aujourd'hui, mais également de voir les autres opportunités qui existent avec la Côte d'Ivoire, avec les pays qui ont vécu les mêmes problèmes ou les mêmes réalités que Haïti. C'est bien beau d'avoir le CARICOM, mais je sens qu'Haïti se trouve seul étant un pays francophone, parmi une myriade de pays qui sont lusophones ou espagnols, etc. Il y a nécessité d'envisager la possibilité de créer des fonds d'affectation spéciale pour la justice. Et d'ailleurs, je sais que c'est en cours. Mais tant qu'on ne mettra pas en lien le DDR, le désarmement, la réduction de la violence, la question de gestion des armes et munitions, la réforme du secteur de sécurité, afin que tous ces 4 puissent converger d'une manière cohérente, on risque toujours de continuer à faire du saupoudrage. Et de saupoudrage, je vous dis qu'il y en a eu. Il y a également moyen de renforcer les capacités d'une commission. On n'a pas de commission nationale DDR opérationnelle dans le pays. Ça fait 48 mois que la commission, entre guillemets, qui existe, n'a pas reçu ses jetons. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas la seule structure. Quand je me retourne au niveau des délégués départementaux, ils soulèvent les mêmes défis. La gouvernance doit être pour moi une action sur laquelle on devrait mettre l'accent. Sinon, la population risquera et continuera de se relever et ne va pas nous faire avancer. Quelques perspectives pour conclure. Il y a un plan d'action national sur la stratégie nationale DDR-CVR que personne n'utilise comme cadre. Les gens préfèrent aller utiliser d'autres structures. Il faut qu'on soit coordonné, il faut qu'on ait de la synergie, il faut qu'on soit complémentaire. Et ce sont ce que nous essayons de faire à travers la task force interinstitutionnelle et interministérielle qui a été mise en place depuis 2022 et qui essaie d'amener tous les acteurs qui travaillent dans le cadre de la réduction de la violence et le désarmement à coordonner leurs initiatives, à coordonner leurs actions et à pouvoir surtout être complémentaires et aller vers les populations. Parce qu'il faut savoir également qu'il y a un lien qui existe entre ce que nous faisons, les acteurs avec qui nous le faisons et les bénéficiaires. Très souvent, les bénéficiaires sont malheureusement laissés sur compte. On a une myriade d'intervenants aujourd'hui. Et je pense, en conclusion, il y a une nécessité d'un cadre unifié pour sensibiliser aux problèmes et améliorer l'action commune. Quand on n'est pas sensible à la cause, je pense qu'on ne peut pas trouver une solution. Et surtout, prendre en compte les causes visibles et dissimulées. Arrêtez le saupoudrage. Le saupoudrage ne va pas aider Haïti à s'en sortir. L'insécurité est vécue par tous et je suis heureuse
de voir de telles initiatives pour contribuer, analyser, comprendre et proposer des pistes concrètes. Depuis mars dernier, Haïti fait face à un phénomène de justice populaire suite à un démantèlement du gang de Timaka. S'il y avait une commission qui avait pris en place le démantèlement de ce gang et qui pourrait orienter à montrer une vraie justice, je pense que le ras-le-bol généralisé ne se poserait pas. Donc, il y a une absence notoire de structure reconnue et qui répond aux aspirations des peuples pour s'occuper de la gestion des éléments démantelés, la Commission nationale DDR, mais également de s'occuper de ce lavage de cerveau. Depuis plus de 3 décennies, les populations haïtiennes vivent la violence. Il y en a qui sont nés dans la violence et on ne répercute malheureusement que ce qu'on a vécu. Les groupes d'autodéfense, le bois calé, si pas canalisés, risquent de nous envoyer vers 2 options désastreuses que je ne préfère pas citer. Haïti doit plus s'ouvrir au monde et qu'on circonscrive l'insécurité à l'armée, à la police, risque d'être une réponse inadaptée si les autres causes sous-jacentes ne sont pas considérées. En conclusion, je vais citer Martin Luther King qui disait « La violence engendre la violence, la haine engendre la haine et la dureté engendre la dureté. » Fin de citation. La répression seule n'est pas une réponse à Haïti. Je vous remercie. Merci, Dr. Diouf, pour cette présentation magistrale. Nous avons retenu plusieurs éléments dont je ne vais pas nécessairement répéter, mais pour mettre en exergue ce que vous avez partagé avec nous. Et intéressant que vous avez commencé avec une citation de Jean-Paul Sartre qui parle de l'existence précède l'essence. Alors, dans ce contexte, vous avez parlé d'une justice bicéphale et vous avez constaté que les prisons sont débordées, l'incarcération prolongée, et vous avez informé le public que le phénomène qu'on vit n'est pas nouveau. Et nous sommes conscients, en fait, de ce que vous avez dit concernant que les gens se divisent sur des intérêts qui sont critiques, le tissu familial est déchiré. Et des mots importants pour notre société, tels que solidarité, ont été transformés en marronnage. Alors, vous avez aussi mentionné qu'il y a eu des budgets énormes alloués par l'ONU, mais qui n'ont pas eu les succès escomptés. Vous avez mentionné aussi que des études menées datées de 2020 sur l'insécurité présentent des pistes de solutions qu'on n'a pas pris en compte. Peut-être qu'il faudrait prendre en compte. Vous avez mentionné qu'il y a des conséquences de ces phénomènes et vous nous avez suggéré de regarder ces causes de manière transversale, mais pas simplement en binôme. Et une constatation sur la phase de la situation politique, vous avez dit qu'il faut essayer de regarder les réponses de manière différente, que le bois calé n'est pas une réponse communautaire. Nous avons des présentations qui vont suivre à ce sujet. Bien que le CARICOM, nous sommes partis de CARICOM, vous avez suggéré que Haïti doit s'ouvrir au monde et peut-être regarder des exemples de notre mère, l'Afrique. C'est important, comme vous avez mentionné, de mettre un lien entre plusieurs secteurs de sécurité afin de déboucher sur une manière cohérente et de répondre à ces défis. Et le point important qu'on a retenu, c'est qu'il faut mettre un accent sur la gouvernance. En termes de conclusion, vous avez mentionné qu'il faut éviter le saupoudrage en Haïti qui se fait de temps en temps en mettant plusieurs commissions qui n'ont jamais abouti à de vraies solutions. Et éviter le lavage de cerveau qui doit être banni. Et aussi des générations d'Haïtiens, comme nous le savons, vivent et naissent dans la violence. Et enfin, c'est important de mentionner Martin Luther King qui nous rappelle que la violence engendre la violence. Alors, il faudrait regarder d'une autre manière. On va peut-être demander au Dr. Charles Prosper de faire sa présentation. Dr. Charles Prosper, vous êtes là avec nous? Oui, bonjour Marc, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, ça va. Merci. Bon, là, je commence ma présentation en posant une question fondamentale. Est-ce que vous croyez que le bois calé est une forme de justice? Bien sûr, une démarche beaucoup plus méthodologique nous apporterait à nous demander d'abord, c'est quoi la justice? Bon, comme vous le savez, je ne suis pas un avocat, ni un juge ou expert quelconque dans le domaine de la justice. Je suis plutôt un chercheur en politique publique, un abonné dans le domaine de la création
ou renforcement des institutions publiques. Et mon approche à cette question, c'est quoi le bois calé? Est-ce que le bois calé est une forme de justice? Sera celle d'un institutionnaliste. D'abord, on dit que le terme justice est un terme abstrait, un terme qui peut avoir différentes significations dépendamment du contexte. En général, quand on parle de justice, on voit la qualité d'être impartial, on voit une condition morale associée au fairness, au fair play. On voit aussi un système de loi qui commande le respect de tous. Le philosophe Platon voit en la justice un système harmonieux qui facilite la paix et le vivre ensemble entre les différentes parties d'une société. Donc, comment le bois calé peut être interprété comme une forme de justice basée sur ces concepts que je viens de décrire? Vous me demanderiez perplexe et peut-être avec raison. L'une des principales théories en démocratie s'accentue sur le fait que les individus à l'état de nature ont décidé de se rejoindre en société, d'abord et surtout pour mieux protéger leurs intérêts, pour défendre leur vie et leurs biens contre les différentes menaces, défis qui pourraient d'une façon ou d'une autre affecter leur survie. En d'autres termes, dans le wagon de la démocratie elle-même, les flambeaux lumineux de la sécurité sont essentiels pour permettre de voir plus clairement les voies du développement, les voies du progrès social. On peut ajouter aussi que la sécurité est une tâche régalienne, quoi. C'est l'une des tâches primordiales qui a été donnée, décernée aux représentants fonctionnaires de l'État, fonctionnaires choisis d'une façon consensuelle ou légitime par la société ainsi établie, en vue d'assurer la sécurité des vies et des biens de ses membres. Le besoin de sécurité répond aux normes de la démocratie. Ce besoin est aussi important, je dirais aussi primordial, que le besoin d'assurer des élections justes et impartiales. Alors, me diriez-vous, comment s'assurer que ce besoin de sécurité soit satisfait? Surtout dans une société où les représentants, ou bien n'ont pas les moyens pour le faire, ou bien ne sont pas vraiment intéressés à le faire pour des raisons qui, franchement, me dépassent, ou bien font partie même du problème de l'insécurité. Essayons d'analyser juste un aspect de proposition, de réponse à cette question, spécifiquement ce qui nous intéresse ici, le bois calé. Des arguments ont été avancés que le bois calé se propose comme l'un des moyens pour satisfaire ce grand besoin de sécurité. Tenez-vous bien, mesdames et messieurs, le bois calé n'est pas un phénomène spontané, comme beaucoup veulent le croire. À travers toute notre histoire de peuple, il y a eu de profonds mouvements sociaux, certains plus violents que les autres, qui se sont notamment manifestés dans l'aréna politico-social de notre pays et dont les objectifs, presque tous pareils, consisteraient à exprimer de façon spectaculaire et peut-être même brutale un certain désaccord entre la politique des dirigeants et l'attente des dirigés. Les perturbations sociales des années 86, connues sous le nom de Deshukai, par exemple, c'est un exemple du bois calé. La chasse aux inglindos des années 2000, c'est également une forme de bois calé. Cette forme de manifestation populaire arrive normalement à son apogée quand les structures de l'État n'existent plus, quand les institutions sont explosées et le contrat social entre gouverneur et gouverné ne tient plus. C'est le sauve qui peut, dit la ministre de la Justice. Allez-y, défendez-vous, le gouvernement n'y peut rien. Le bois calé se propose d'être une réponse à tout cela. Une réponse qui a non seulement son histoire, non seulement une histoire, mais qui se veut également satisfaire un besoin pertinent de sécurité dans le présent.
Now, est-ce la meilleure façon de faire? Est-ce que le bois calé est la réponse la plus appropriée qu'on peut trouver à la violence des gangs? Et comme le dit bien mon ami Madame Diouf, moi également, ma réponse serait peut-être catégoriquement non. Même s'il faut constater que le bilan des kidnappings, de viols et d'assassinats a un peu baissé ces quelques jours, peut-être cela pourrait coïncider à une augmentation des activités de la police. C'est pas. Cependant, il est extrêmement important de ne pas essayer de passer le bois calé d'un revers de main, comme beaucoup ont tendance à le faire. Il y a des messages codés dans le bois calé que surtout l'international doit faire un effort pour comprendre. Quels sont ces messages? Le premier message, c'est que la justice en Haïti est très faible. Il nous faut de l'aide, peut-être à travers les tribunaux internationaux, peut-être contempler une aide bilatérale musclée et temporaire à la justice haïtienne où nos criminels intouchables sont jugés peut-être en dehors du pays, ou même accorder la priorité à l'établissement d'une task force en matière judiciaire qui traiterait seulement, spécifiquement des affaires de gang. Le deuxième message du bois calé, c'est que dans nos rangs, en Haïti, il y a des milliers de gens qui sont disposés et même prêts à se battre s'il le faut pour défendre leur communauté. Au moment où l'international contemple d'envoyer des troupes étrangères pour renforcer la sécurité en Haïti, bon, pourquoi ne pas utiliser les Haïtiens eux-mêmes? Peut-être ces gens du bois calé qui ont purement démontré qu'ils combattraient l'inacceptable. À mon avis, moins cher que si on envoie des troupes étrangères. Ce serait plus soutenable dans le long terme. Des gens qui apprendront à défendre leur pays contre les forces de destruction interne et externe. On va augmenter la capacité locale de réponse à des problèmes. Ce serait, à mon avis, plus efficace, plus honorable, plus soutenable. Bien sûr, tout cela peut se faire sur un fond de paix durable, où le désarmement, comme disait Madame Diouf, a présenté d'autres options de vie à nos jeunes délaissés, pour l'éducation, la réduction de la pauvreté, la bonne gouvernance, jouerait un rôle capital. Le GTS, groupe de travail sur la sécurité, dont je suis le coordinateur, a préparé mes propositions et recommandations à ce sujet. Moi, je pense personnellement qu'il serait important que les décision makers en Haïti ou à l'étranger qui décident des affaires haïtiennes prennent connaissance. En conclusion, je vous dirais, pour freiner la justice du bois calé, il faut que la justice institutionnelle prenne sa place. Pour que la justice institutionnelle prenne sa place, il faut de la bonne gouvernance, des administrateurs publics légitimes, incorruptibles, ayant la volonté politique et l'intérêt commun dans l'âme. Une façon d'y arriver, des élections justes, claires et honnêtes pourraient être un moyen d'arriver à choisir ces administrateurs qui pourront changer la trajectoire fatale qui nous attendrait autrement. Une autre solution peut-être, on parle encore de transition. Il y avait plus de 16 transitions qui ont commencé en Haïti depuis 1987. Peut-être encore une autre transition pourrait aider en établissant un système d'administration qui répondrait aux besoins de la justice, de la population. D'autre part, on pourrait demander de l'aide de la Cour internationale de justice, ayant constaté que la capacité haïtienne est très faible. Bon, jusqu'à présent encore, on dit que l'aide demandée à l'international n'est pas venue. Vous me voyez? Il y a quelqu'un qui parle.
il faut fermer le micro, ouvert. Merci. Oui, et j'allais terminer pour dire que jusqu'à présent encore, il paraît que l'aide internationale n'est pas venue comme souhaité. En tout cas, la justice doit jouer un rôle essentiel dans l'éradication des gangs en Haïti. Pendant qu'elle est absente, à s'enivrer quelque part, je parle de la justice, le phénomène du bois calé organisé dans le sens d'un accompagnement de la police nationale, organisé comme un outil de défense pour au moins éviter le génocide dans certains quartiers, est à l'instar du gouvernement et des institutions d'Haïti, de facto. Il faut faire vite, je vous dirai, mes amis, pour trouver mieux que cela. Merci. Ma présentation a été très courte, mais je pense avoir été tout le point. Merci bien. Merci, docteur Prosper, pour cette présentation. Et peut-être je reprends quelques points qui me paraissent essentiels de ce que vous avez dit. Et vous avez commencé avec une question, est-ce que le bois calé est une forme de justice? Vous avez aussi mentionné que, en fait, la justice ne fonctionne pas. Vous avez cité Platon pour expliquer et poser la question, c'est quoi la justice? Que vous avez répondu de manière cohérente, faisant savoir question de morale, question de loi et respect des lois. Vous avez fait mention aussi de besoins de sécurité et comment les gouvernants n'ont pas les moyens ni la volonté et aussi la responsabilité. Et ils sont même responsables de l'insécurité, comme vous avez mentionné. Et comme l'un des intervenants et plusieurs intervenants, particulièrement hier, dans un panel où le professeur Bernard Gousse a fait mention, il a répondu clairement que ce n'est pas une forme de justice qu'il faudrait adopter. Et en fait, il a fait toute une déclinaison de pourquoi on ne devrait pas supporter telle forme de réaction spontanée. Et vous avez mentionné que le bois calé n'est pas un phénomène spontané. Vous avez fait savoir que plusieurs nations utilisent de façon spectaculaire leurs conditions. Et vous avez aussi mentionné que le déchocage comme une manifestation, comme un mouvement similaire au bois calé. Et un fait important que vous avez mentionné, qu'il y a des messages codés. Et le premier message codé du bois calé, c'est une réponse à une histoire qui s'est toujours passée dans le pays. Est-ce que le bois calé est la réponse la plus appropriée? Bien que vous avez suggéré que vous n'êtes pas un adepte ni un supporter de bois calé, mais vous reconnaissez que ce phénomène a donné des fruits. Bon, encore là, d'autres messages du bois calé, vous avez fait savoir que la justice est faible et non fonctionnelle. Et vous avez proposé un task force en matière judiciaire qui devrait prendre en compte tous ces bévues dans la société. Un deuxième message, vous avez mentionné que le bois calé, et il y a des gens qui sont prêts à se battre en Haïti. C'est encore un autre message pour faire reconnaître que pour cela, il doit se faire de manière durable. Vous avez présenté quelques options, par exemple, à nos jeunes, l'éducation et réduction de la violence. Et vous avez fait ça, vous avez mentionné au public que le GTS, le groupe de travail sur la sécurité, a fait des propositions. Et l'un des éléments que vous avez mentionné, qui est important, c'est pour freiner le bois calé, il faut que la justice institutionnelle fasse son job. Comme Mme Diouf, vous avez mentionné, la bonne gouvernance est importante, des élections honnêtes et démocratiques pour renouveler le personnel politique. Vous avez fait ça, vous avez mentionné au public qu'il y a eu de 90 à nos jours plus de 16 transitions et que nous sommes fatigués avec les transitions et que la justice doit jouer son rôle pour éviter un génocide dans le pays. Et la justice doit faire ça dans un délai très, très vite. Et vous avez fait mention que l'aide internationale n'a pas fait son travail, comme a mentionné déjà plusieurs intervenants. Là, je m'arrête pour donner la place à notre dernier intervenant, pas des moindres, c'est le maître Jacques Letan. Vous avez la parole, maître Letan. Merci, docteur Prosper, pour ces points
important dans notre débat. Mais Jacques Le Temps. OK. Bon, j'ai eu quelques soucis techniques, mais je pense que ça va aller. Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'il fait, C'est vraiment un plaisir pour moi de participer à ce panel pour discuter de cette question d'actualité qui divise davantage chaque jour la société haïtienne. Le 7 mars 2023, la ministre de la Justice et de la Sécurité publique ad interim, Madame Emily Prophète-Minsé, a publié une note de presse énigmatique. Elle rappelle à la population haïtienne son devoir de se défendre face aux bandits armés. Le lundi 24 avril 2023, 14 jeunes garçons sont lapidés puis brûlés sur la voie publique en face du commissariat du Canapé Vert après avoir été appréhendés à bord d'un véhicule avec des armes et inaugurant le mouvement Boalé, ce déchaînement de violence aurait conduit à l'exécution de plus de 200 personnes en quelques semaines seulement. Ce n'est pas la première fois que le peuple haïtien a recours à des démonstrations collectives de violence. Une étude réalisée en 2017 par des chercheurs, dont le criminologue Arnaud Dandois, s'est d'ailleurs interrogé sur les brigades de vigilance et les différentes formes de vigilantisme pratiquées en Haïti. Il faut dire cependant récupération des missions de sécurité et de justice par des groupes informels prend une tenue inédite face à l'enlisement de la crise sociopolitique qui conduit à la désintégration progressive des récents événements qui l'ont secoué. Cette table ronde est consacrée aux relations entre impunité et justice privée. J'aimerais, dans ce cadre, vous quelques pistes d'analyse sur les liens existants entre le système judiciaire et le phénomène Boakale. La légitime défense. La légitime défense est prévue dans la plupart des législations, je dois le rappeler. Elle s'applique lorsqu'une personne n'a pas le choix de se défendre en repoussant une menace imminente par une violence proportionnelle. Dès lors, sa responsabilité pénale ne sera pas engagée, même si elle commet de ce fait des actes délictueux. L'article 272 du Code pénal haïtien prévoit qu'il n'y a ni crime, ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. L'article 274, pour sa part, prévoit que sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense les deux cas suivants. Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leur dépendance. Deuxièmement, si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence. Il faut cependant bien se résoudre à considérer que les actions survenues dans le cadre du mouvement Boakale ne peuvent intégrer le cadre restreint prévu aux articles 272 et 274 et ne correspondent de facto à aucun des critères généralement retenus pour évaluer la situation de légitime défense. Le caractère imminent de la menace comme le caractère concomitant et proportionnel de la réponse. Certains pourraient à ce sujet être tentés d'élargir
le champ d'action de la légitime défense, concept développé ces derniers, en effet permis à de nombreux États de justifier le lancement d'une opération militaire envers une menace perçue lointaine et non imminente. Défense comme politique pénale. Si l'on suit la grille de lecture proposée par la ministre de la Justice quelques jours avant les événements, les actions commises dans le cadre du mouvement Bouakale pourraient être considérées des actions d'autodéfense et s'inscrit ainsi dans ces exceptions au principe de responsabilité pénale. Elles ne sont pas alors au fonctionnement régulier par les étatiques. Outre les arguments évoqués plus haut, cette approche est illusoire et avait d'ailleurs été vertement critiquée après l'intervention de la ministre. Les possibilités ouvertes par ces mesures dérogatoires pour justifier, voire inciter le recours à la violence de la part d'individus privés ne sauraient correspondre à la dangerosité actuelle et aux modes opératoires des gangs armés. La population désarmée ne saurait être en mesure de se battre contre des gangs de plus en plus dangereux et structurés. Dans une note de presse publiée le 14 mars 2023, le barreau de Port-au-Prince a fermement condamné la lecture faite par la ministre de l'article 272, considérant que celui-ci plutôt, ne doit nullement être entendu comme une réponse programmée par le législateur pour suppléer à l'inaction des autorités publiques. L'article 273 du Code pénal fait référence à un cas d'urgence où les citoyens coopèrent provisoirement au maintien de l'ordre. L'élévation au rang de politique pénale de cet article, conçu à l'origine comme une réponse à des situations isolées, conduirait en la circonstance à l'extension sans borne de poches d'affrontements armés au sein de la société. Dans les jours qui ont suivi le démarrage de l'action Bouakale, on a pu assister à un mariage inédit entre police et population, incarné par de nombreuses images relayées sur les réseaux sociaux d'une foule d'habitants accompagnant des policiers pour entrer dans de nouveaux quartiers. De facto, ces actions ont permis des résultats surprenants et ont conduit dans les jours qui ont suivi au retrait des bandits de plusieurs quartiers et à la baisse significative des cas de kidnapping. Selon l'expression « la peur a changé de camp » et la police a ainsi obtenu un sursaut de force et de capacité d'action. Pour la plupart, ces actions semblent avoir été menées à l'initiative de policiers et plusieurs questions méritent d'être posées sur l'implication de la direction de la police dans la planification et le contrôle de ces actions, comme sur l'implication des membres du corps policier dans la commission des atrocités. Les autorités et les responsables politiques sont pour leur part restés très timides. Franz Elbe, le directeur général de la police, a salué le 13 mai 2023 les binômes police-population et a plaidé pour son renfort. Que le Premier ministre ad interim, M. Ariel Henry, a pris timidement la parole sur le sujet en demandant à la population de se calmer, promettant que son gouvernement continuera à travailler avec ses partenaires locaux et internationaux en vue de rétablir la sécurité dans le pays. Les brigades de vigilance comme réponse aux défenses de l'État et à la terreur des gangs. Le problème vient évidemment de là. L'État n'est plus en mesure d'exercer ses missions régaliennes de sécurité et de justice. Et tout le monde n'a pu que le constater, particulièrement durant ces 2 dernières années. Il faut d'ailleurs noter que ce mouvement est survenu peu de temps après le volte-face du Canada, qui, après avoir laissé entendre pendant des mois
qu'il pourrait, avec le concours des États-Unis d'Amérique, répondre à la demande formulée par le gouvernement intérimaire a clairement exprimé son absence de volonté et de capacité à intervenir directement sur les problèmes de sécurité. La population s'est alors retrouvée complètement abandonnée, désabusée face à la progression des gangs, investissant semaine après semaine de nouveaux quartiers et faisant régner la terreur. Mais si le mouvement Bouakale répond à un besoin imminent de protection et de sécurité lié à la faiblesse du corps policier, il est également directement lié au dysfonctionnement massif du système judiciaire haïtien et au sentiment d'impunité qu'il a permis de développer au sein de la population haïtienne. C'est dans ce cadre que le mouvement Bouakale a été perçu comme une dynamique de justice privée visant à suppléer l'appareil judiciaire pour se faire justice soi-même en recourant à des exécutions sommaires. La violence collective comme violation des droits humains. Ce mouvement a bien évidemment conduit à des violations massives des droits humains. Il a notamment été marqué par le recours à une violence extrême et décomplexée, commise en public et souvent mise en scène et retransmise sur les réseaux sociaux. Cette violence ne saurait être proportionnée au sein du concept de légitime défense. Elle répond cependant aux atrocités commises depuis des mois par les bandits armés. À noter d'ailleurs qu'il ne s'agit pas seulement de stopper ou même de tuer des bandits identifiés, mais bien agir sur les corps et les âmes pour imposer une nouvelle dynamique de terreur visant cette fois-ci les membres des groupes armés. Cette justice privée s'affranchit par ailleurs de tous les cadres mis en place dans les régimes démocratiques pour protéger les droits des individus et garantir un état de droit. Évidemment, sont touchés le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique de la personne, le droit à la sûreté, mais aussi le droit à un procès équitable. Et toutes les règles permettant d'offrir un espace pour que la justice puisse être rendue sans commettre de nouvelles violations de droits. Le premier des droits manifestement violés ces dernières semaines est celui de la présomption d'innocence. Et l'on ne peut cacher, et l'on ne saurait cacher, le caractère arbitraire de très nombreux actes commis. Il faut noter aussi que cette justice expéditive viole le droit des victimes en ce qu'elle ne permet pas de remplir non seulement les missions assignées à la justice, notamment la reconnaissance du statut de coupable et celui corollaire des victimes, mais aussi l'établissement de la vérité. Nous nous y trompons pas. Le mouvement Bouakale ne s'est attaqué qu'à des exécutants, de jeunes garçons, pour l'essentiel, qui, s'ils sont peut-être des exécutants des bas œuvres, ne sont pas les vrais responsables de la situation actuelle. Loin de permettre de stopper le sentiment d'impunité, le mouvement Bouakale s'est ainsi offert comme exutoire à la demande de justice, en détournant le sens réel. Merci beaucoup. Maître Jacques Letan, je vous remercie pour ces propos et juriste en essayant de mettre quelques points dans ce débat, à savoir l'impunité, la justice. Je vais simplement faire mention de quelques points importants que vous avez élaborés. Et vous avez mentionné au départ que suite à une annonce faite par la ministre de la Justice concernant la question de légitime défense, comme vous avez mentionné, que le 8 mars 2023,
la ministre de la Justice rappelle la population de se défendre. Et tout de suite après, plus de 200 personnes ont été lynchées dans les mois suivants. Vous avez mentionné une étude menée qui nous informe que des groupes de brigades vigilants et des comités de quartier, et en fait, n'est pas la réponse à une justice institutionnelle. Vous avez fait mention des articles 272, 274 au niveau de la justice de défense qui a été mal interprété et qui a des éléments peut-être similaires au Bois-Calais, mais pas tout à fait répondre à ces exigences ou l'esprit de la loi. Et vous avez aussi mentionné qu'il faut résoudre, il faut prendre en considération que les actes commis par le Bois-Calais ne répondent pas aux critères des articles surmentionnés, tels que les articles du Code pénal 272 et 274. Intéressant, en fait, dans votre présentation, vous avez fait savoir que la population est désarmée et n'est pas en mesure de se battre. En fait, ils ont utilisé ce mouvement, mais le BAO condamne l'action et l'utilisation du Bois-Calais comme une réponse. Et vous avez mentionné aussi, ce que nous savons déjà, qu'il y a eu un mariage inédit entre la police et la population, en fait, qui a donné des résultats intéressants, puisque les bandits ont fait retrait, et il y a une baisse dans les kidnappings, une baisse dans les viols, et comme vous avez mentionné, que la peur a changé de camp. Et en fait, le DG de la police, comme vous avez mentionné, a parlé d'un binôme, police et population. Et vous avez fait savoir qu'en fait, que les brigades de vigilance, comme réponse à la terreur des gangs, n'est pas une solution juridique. En fait, l'État n'est pas en mesure de répondre à sa mission régalienne. Et en fait, la communauté internationale, à travers le Canada, a fait volte-face, n'ont pas respecté leurs promesses et leur incapacité de répondre à la question de sécurité. Et ça encore justifie, comme a mentionné d'autres intervenants, et le mouvement Bois-Calais. Et puisque ce mouvement est fait en dehors de la loi, bien que l'esprit des articles 272, 273 et 274 ne répond pas vraiment à ce que le Bois-Calais nous a fait savoir. Et en fait, le point important, c'est que vous reconnaissez que justice doit être rendue sans commettre des actes de violence. Et je pense que ces propos vont nous servir de point de voir comment peut-être on va considérer les questions à venir. J'aimerais faire quelques points. En fait, en gros, ce qui remonte dans ce panel, c'est que le phénomène Bois-Calais en Haïti fait référence à un système informel de justice privée où les citoyens se rendent justice par eux-mêmes en contournant le système judiciaire officiel. Ce phénomène Bois-Calais est souvent motivé par l'impunité et la perception de l'injustice qui règne dans le système judiciaire haïtien. Et deux intervenants ont fait savoir que l'impunité en Haïti est depuis longtemps un problème majeur et que les citoyens haïtiens ont souvent peu confiance envers le système judiciaire officiel en raison de la corruption généralisée, de l'incompétence, de la lenteur des procédures et de l'absence des poursuites effectives contre les auteurs d'infractions. Et comme plusieurs intervenants hier et aujourd'hui ont mentionné que cette impunité crée un climat d'insécurité et de méfiance envers les autorités, poussant certains citoyens à chercher des moyens alternatifs pour obtenir justice, tel que nous pouvons constater avec ce phénomène. Et la justice privée, telle que le phénomène Bois-Calais, est un symptôme de cette impunité et de l'échec du système judiciaire officiel à répondre aux besoins de la population. Les individus se tournent vers des mécanismes informels, tels que les groupes de justice communautaire, comme vous avez mentionné, les chefs de quartier et les gangs pour régler leurs différends. Et ces groupes ou individus prennent souvent des mesures punitives sans respecter les garanties légales et les droits fondamentaux, ce qui peut conduire à des abus et à des violences, comme vous avez fait mention. Pour faire face à ce défi, oui, je pense qu'il est essentiel de renforcer le système judiciaire haïtien et de lutter contre l'impunité, qui a été dit dans plusieurs panels et par plusieurs intervenants. Cela nécessite, je pense, des réformes profondes qui ont été mentionnées, notamment dans les domaines de la lutte contre la corruption, de la formation des juges
et des procureurs de l'amélioration des infrastructures judiciaires et de l'accès à la justice pour tous les citoyens. Finalement, en outre, je pense qu'il est important de sensibiliser la population aux dangers de la justice privée et de promouvoir des mécanismes alternatifs de règlement des différends, tels que la médiation et l'arbitrage, qui respectent les principes de l'état de droit et des droits de l'homme. Pour finir, en fin de compte, je dirais que la lutte contre l'impunité et la promotion de la confiance dans le système judiciaire sont essentielles pour réduire le recours à la justice privée en Haïti et pour garantir que tous les citoyens bénéficient d'une justice équitable et impartiale. Cela nécessite un engagement politique fort, des ressources adéquates et une volonté de réforme de la des autorités haïtiennes, ainsi que le soutien et la coopération de la communauté internationale. Pour ce, nous allons ouvrir aux questions qui sont déjà dans, je crois, le chat. Et je pense que peut-être les intervenants vont essayer de répondre à cette question. La première question vient de Chantal qui nous demande: toutes les actions du BINU seront inutiles tant que le gouvernement de facto, rejeté par l'ensemble des Haïtiens, restera en place. Et la deuxième question, et vous allez peut-être enchaîner et vous voir si c'est Madame Diouf ou l'un de nos intervenants. Et depuis hier, les intervenants de la PNH, du BINU, les experts étrangers ont fait preuve d'une maîtrise de l'insécurité qui sévit en Haïti. Et cela continue ce matin. Qu'est-ce qui bloque les actions? Il y a deux questions. Je ne sais pas si vous voulez que je reprenne la première question. Toutes les actions du BINU seront inutiles tant que le gouvernement de facto, rejeté par l'ensemble des Haïtiens, restera en place. Madame Diouf, et je ne sais pas si vous... Merci beaucoup, Monsieur Marcoux. La participante pose une question de taille. Je pense que Dr. Charles en a touché tout à l'heure sur la nécessité d'avoir des élections crédibles, libres et transparentes. Et comme je l'ai marqué et montré également dans le graphique que j'ai montré, si vous avez vu la courbe, elle montre presque après chaque 4 ans. À chaque fois qu'on se prépare à aller à des élections, l'insécurité, elle est grandissante. Donc, je pense que la réponse à cette question est une réponse à laquelle essaie de répondre l'université. Qu'est-ce qu'il y a à travers ce genre d'événements, de forums qu'il organise. Mais ça ne peut pas seulement, il ne faut pas s'en arrêter là. Parce que tant que toutes les questions identifiées comme défis ne sont pas adressées, on risque de mettre des gens qui ne seront pas non plus reconnus. Parce qu'à chaque fois, le constat que j'ai fait, et je pense que j'ai voulu mettre l'accent pendant ma présentation, c'est d'abord de se faire une rétrospection entre Haïtiens. Parce que comme je le dis toujours dans mes interventions, s'il y a un restaurant à gérer, que le restaurateur est vu comme étant pas capable de gérer son restaurant et que la personne qui a les compétences de pouvoir aider ce restaurateur à améliorer les services pense pouvoir le remplacer pour mieux faire, on continuera toujours à être dans une roue perpétuelle dans laquelle on ne trouvera pas les réponses aux vrais problèmes posés par la question. Les élections, oui, mais avec l'insécurité, quelle élection allons-nous pouvoir faire? Le BINU n'est pas là pour remplacer l'État, le BINU soutient l'État. Et si l'État n'est pas reconnu, comme le dit la participante, je pense qu'il y a des mesures qu'il faut prendre. Et d'abord, le plus important pour moi, c'est l'unité. Il faut que les actions se mettent ensemble. Merci. Merci, Dr. Diouf. Je ne sais pas si Jacques Letemps, Maître Letemps ou Dr. Charles aimerait ajouter quelque chose à cette question. Ça va? Moi, Okay, si vous permettez, je profite peut-être de cet échange pour adresser un message clair aux amis, entre guillemets, de l'international qui sont présents en Haïti pour leur dire qu'il faut qu'ils cessent de consolider les dysfonctionnements des institutions de l'État. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On a un système judiciaire défaillant qui ne répond pas aux attentes de la population. On a un système policier qui n'arrive pas à remplir l'un de ses premiers devoirs, qui est celui de garantir la sécurité de chaque citoyen et la libre circulation de tous et de tous sur le territoire d'Haïti. Et bizarrement, pour l'international, c'est comme si tout va bien, quoi. Donc, personne n'est inquiété. Donc, on continue à appuyer, à soutenir un gouvernement qui n'arrive pas à remplir sa mission. Merci, Maître Letemps, pour cet ajout et cet éclaircissement. Je vois que Dr. Diouf, en fait,
fait des signes d'accord avec sa tête. Maintenant, on passe à la deuxième question. Et la deuxième question, Monsieur c'est... Prou, il faudrait vraiment aller vite et conclure. Merci. Oui. Et depuis hier, les intervenants de la PNH, du BINU, les experts étrangers ont fait preuve d'une maîtrise de l'insécurité qui sévit en Haïti et cela continue ce matin. Qu'est-ce qui bloque les actions? Je ne sais pas si Dr Charles ou Dr Diouf, excusez, aimerait répondre à cette question ou bien peut-être mettre le temps. Bon, moi, j'aimerais bien laisser à Dr Diouf, qui travaille bien entendu pour le BINU, le soin de répondre à cette question. Merci beaucoup. Je pense que ce qui bloque, c'est ce qu'on essaie de trouver. Et je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées, beaucoup d'assessments, beaucoup de mapping, beaucoup de forums. Et tout cela requiert une mise en œuvre. Et quand il arrive à la mise en œuvre, c'est là où on attend la communauté internationale. On n'a pas un gouvernement qui veut mettre la main à la pâte. Je peux comprendre qu'il y a des défis financiers. Je peux comprendre qu'il y a des défis. Et d'ailleurs, quand je regarde au niveau de la douane, au niveau des structures étatiques, il y a tout un travail d'ensemble à faire. Tant que, en tout cas, mon avis personnel, je ne prends pas l'avis du BINU, on est là pour soutenir, on est là pour aider, mais on n'est pas là pour remplacer. Il faut d'abord qu'on regarde là où le bas blesse, et là où le bas blesse, tous les intervenants l'ont identifié. Maintenant, je suis d'accord que soutenir, et je l'ai dit dans mon intervention, soutenir seulement la justice et la police et oublier tout le reste de structures défaillantes comme la gouvernance et autres ne serait pas une solution à Haïti. Ce qui bloque, on le sait, mais je pense qu'il faut d'abord un changement de mentalité et cela, ça prend du temps. Pourquoi j'ai dit la mentalité? Parce que j'ai dépicté un petit peu les problèmes que j'ai identifiés et ça, c'est, comme je l'ai dit au début, mon amour pour Haïti qui me pousse à faire cet exercice. Mais je crois que les Haïtiens devraient aussi se faire cette rétrospection et de voir autrement cet engagement dont Dr Charles a fait part, dont aussi Maître Jasmin a exploré tout à l'heure avec nous. C'est tous les Haïtiens qui doivent se mettre ensemble. Il ne faut pas attendre que ce soit la communauté internationale qui vienne aider Haïti. Merci. Et juste 30 secondes pour ajouter quelque chose. Je dois ajouter également ce qui bloque. Je dois ajouter également que ce qui bloque, ce sont les intérêts divers de la communauté internationale. Et je dois vous dire également que des gens de la communauté internationale n'ont pas vraiment les mêmes intérêts quand on compte avec le BINU ou bien avec l'ONU. Il y a une bataille je dirais, de qui contrôle. Et puis là, donc, il y a les gens aussi qui financent. Donc, je ne pense pas que les États-Unis, par exemple, que l'ONU ou bien le BINU, par exemple, peuvent prendre des décisions comme ça sans consulter leur patron. Donc, il y a également un blocage de ce côté et je pense que ce blocage, des fois, s'avère négatif pour Haïti. D'accord, merci. Maître Le Temps, vous n'avez rien à ajouter. Et Monsieur Jasmin, combien de temps il nous reste? Il y a au moins 3. Non, en fait, moi, j'ai toujours dit. Je crois que le temps est écoulé et qu'il faudrait conclure définitivement. Le temps est écoulé. Alors, pour les autres questions qui sont sur le groupe chat, s'il y a des individus qui aimeraient répondre sur le chat, allez-y, mais le temps nous fait défaut. Je remercie Dr Diouf, Dr Prosper et Maître Le Temps pour cette belle présentation sur la thématique de l'impunité, justice privée, le bois calé. Maintenant, et je pense que les questions qui sont déjà posées sur le chat, et peut-être on aura le temps de les répondre sur le chat si le temps nous permet. Alors, je remercie les organisateurs, organisatrices de cette conférence et remercie les intervenants dans ce panel qui a été vraiment, je dirais, très instructif, très informatif et avec un débat très approprié de l'heure. Merci et bonne continuité à cette conférence. Merci à tous. Merci, M. Prou. Merci aux intervenants de ce panel, un sujet extrêmement délicat et d'actualité, la question de la justice privée et de l'impunité.